Hans Stark, bonjour. Bonjour. Vous dirigez à Paris au sein de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, le comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, et vous êtes par ailleurs professeur à la Sorbonne Université. En octobre-décembre dernier, vous avez publié chez Septentrion dans la revue Allemagne d'aujourd'hui tout un dossier sur les élections fédérales du 24 septembre outre-Rhin. Et donc vous êtes là pour nous en parler. Alors ce week-end, il y a eu, enfin le SPD a finalement accepté la grande coalition avec une nouvelle grande coalition avec les conservateurs, que représente donc la CDU, le parti chrétien-démocrate d'Angela Merkel, et la CSU, le parti des chrétiens sociaux bavarois. Hans Stark, il a donc fallu plus de 5 mois à Madame Merkel pour arriver à cette grosse coalition, avant donc d'être officiellement renommée chancelière le 14 mars prochain. Elle en sera donc à son quatrième mandat. Est-ce que ce n'est pas le mandat de trop ? Je ne pense pas que ce soit le mandat de trop, mais ce sera sans doute son dernier mandat. Oui. Donc on n'ira pas vers un 5e, même si elle ne s'est jamais déclarée à ce sujet-là, mais la pression est quand même forte maintenant pour que ce 4e mandat soit le dernier. D'ailleurs, Helmut Kohl a eu 4 mandats pleins. L'ancien chancelier Adenauer en a fait également 4, donc ce n'est pas tout à fait exceptionnel. Et par ailleurs, il n'y avait pas de rival sérieux au sein du Parti chrétien-démocrate qui aurait pu relever le défi d'être chancelier de l'Allemagne là tout de suite, et donc finalement la CDU était bien contente que Merkel se repose. Pensez-vous qu'elle imaginait qu'elle aurait autant de difficultés ? Ça dépendait vraiment du résultat. Le résultat de la CDU n'était pas très très bon, 33%, mais ils avaient 33% aussi en 2005. Je dirais à 35, et en 2009, ils n'étaient pas très loin non plus. Donc finalement, dans la durée, pour un parti qui est au pouvoir depuis 12 ans, ce n'était pas si mauvais que ça. Mais ce qui a été vraiment ressenti comme une énorme claque, c'est qu'à droite de la CDU émerge ce parti populiste, l'AfD, qui fasse 12%. Voilà, alors on va en parler justement. Donc cette grosse coalition est en elle-même compliquée. Bon, je crois que l'accord prévoit un point d'étape au bout de 2 ans, ce qui montre que la confiance est quand même... Voilà. Dans les partis traditionnels, donc qui est la CDU, la CSU, on a bien vu que les dirigeants, enfin leur légitimité avait été remise en question. Et de l'autre côté, comme vous venez de le dire, il y a la montée donc, de ce parti nationaliste de droite, l'AfD, avec 93 députés qui vont rentrer au Bundestag. Qui sont déjà rentrés. Qui sont rentrés. Donc comment faire, comment Mme Merkel va pouvoir faire pour conduire son gouvernement ? Ben là, d'abord, elle a une majorité. Hein. Oui. Elle est courte, mais elle a une majorité. Oui. Elle a ensuite quand même avec des rivaux, enfin avec des rivaux dans chacun des partis de cette coalition. Oui, mais pas des rivaux qui maintenant vont contester la place de Mme Merkel en tant que chancelière. Certes, et là, il y a maintenant un rival qui monte tout doucement, un certain M. Spahn, mais elle a eu quand même l'habileté de le nommer ministre à la Santé. Voilà. Donc, il doit maintenant se montrer loyal. Et s'il ne le montre pas, cette loyauté vis-à-vis d'Angela Merkel, il va se suicider politiquement. Donc on n'aura pas quelqu'un qui va se raser le matin pour réfléchir à chaque fois. Voilà, hein. Donc on n'aura pas ce côté-là. Et puis Spahn n'est pas le Sarkozy sous Chirac il y a quelques années, ça n'a rien à voir. Donc franchement, je pense qu'elle va pouvoir gouverner tranquillement. Par contre, si jamais elle commettrait la folie de se dire « Ah ben je vais aller au-delà de 2021 », là franchement, je pense qu'il y aura une levée de bouclier. Donc on va maintenant la laisser tranquillement gouverner jusqu'en 2021. Le monde est suffisamment instable pour ne pas rajouter à l'instabilité et l'instabilité à l'allemande. Et donc, je crois franchement, ils vont être suffisamment raisonnables maintenant pour gouverner jusqu'en 2021. Mais revenons donc sur Mme Merkel. On peut dire quand même que l'essentiel de sa difficulté porte sur sa politique migratoire quand même. On peut dire ça ? Non. On ne peut pas dire oui ça. Oui et non à la fois. Le 1 million donc, de migrants qu'elle a fait rentrer ça en 2015. Ça fait partie de la chose. On lui reproche, au sein de la CDU, d'avoir trop recentré la CDU. D'avoir finalement presque mené à une social-démocratisation du parti chrétien-démocrate.
dont la politique migratoire fait évidemment très largement partie. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le mariage pour tous, il y a l'abandon de la conscription, il y avait la sortie du nucléaire. Donc tout ça, ce sont des décisions qu'elle a prises un peu seule, qu'elle a un peu imposées aussi, sans qu'il y ait trop de débats. Et la politique migratoire a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Et la CDU, finalement, se trouve certes au pouvoir depuis 2 ans, mais sans réel attachement idéologique aujourd'hui. Donc ils cherchent leur voie en quelque sorte. Chacun cherche à voir. Parce que côté SPD aussi, on cherche à voir. Et ailleurs aussi, tous les partis aujourd'hui cherchent leur voie en quelque sorte. Ils veulent se repositionner sur l'échiquier idéologique et politique. Et Mme Merkel, elle n'aime pas ça. C'est-à-dire, c'est une femme pragmatique, elle veut que ça roule, que ça marche, que ça fonctionne, et elle ne se pose pas de questions métaphysiques pour savoir est-ce que je suis suffisamment à droite ou centriste ou catholique, etc. Et ça ne plaît pas toujours. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas la limite de cette fin du clivage gauche-droite, finalement? Elle est l'expression même de la fin du clivage. Elle est d'une certaine façon en même temps. Et on voit la limite. On peut le dire ainsi, même si elle ne prononce pas cette phrase, elle est pour moi la traduction même de cette idée-là, qu'il faut d'abord être efficace. Or, nous sommes aussi aujourd'hui dans un monde de plus en plus clivé sur le plan idéologique, et donc dans la mesure où elle a centré le discours et la politique allemande, elle a évidemment aussi laissé un vide à sa droite, qui est maintenant rempli. Elle ne va pas lui faire de cadeaux, j'imagine. Voilà. Alors on va revenir un peu sur cette politique migratoire. Il y avait évidemment le volet humanitaire, mais il y a aussi le volet quand même économique, à savoir que l'Allemagne souffre d'une baisse de natalité et d'un vieillissement de sa population. Et donc, à partir du moment où Mme Merkel limite, comme lui a demandé les conservateurs de la CSU, limite la politique migratoire, comment l'Allemagne peut faire face à l'accroissement du poids financier des retraites et peut-être une baisse du niveau de vie? Alors, les réfugiés qui sont venus ne sont pas ceux qui vont colmater les brèches en Allemagne sur le plan démographique. Ils ne sont pas formés ils ne parlent pas allemand, ils sont pour la plupart peu formés, ils ne vont pas pouvoir combler le déficit de main-d'œuvre qualifiée. L'Allemagne continuera à chercher des personnes immigrées, elle va privilégier, à mon avis, l'immigration sud-européenne, voire est-européenne. Elle va donc privilégier des immigrés qui ont des diplômes, qui ont une scolarité aboutie, qui parlent un peu allemand et qui s'installent. Donc ce sera une immigration choisie. Donc l'Allemagne continuera à être ouverte à l'immigration, mais les personnes qui sont venues d'Afrique et du Moyen-Orient, notamment de la Syrie et de l'Irak, qui sont donc des réfugiés de guerre, ne sont pas ceux-là qui vont... ils vont quand même un jour rentrer sur le marché du travail et cotiser, non? Ils le font, mais ce n'est pas forcément là où on attend des besoins. Enfin, nous avons les besoins en Allemagne. On a besoin au niveau de la main-d'œuvre qualifiée. Et à ce moment-là... Donc finalement, quand on résume la politique migratoire de Mme Merkel en disant c'était assez égoïste, c'était pour... c'est une erreur. C'était économique. C'est une erreur. C'est une erreur, d'autant que l'Allemagne continue à avoir un flux d'immigration d'Italie, d'Espagne, de Bulgarie, de Pologne, enfin d'un tas de pays qui viennent, qui s'installent pour un temps en Allemagne. Et voilà. Là, elle a agi dans cette affaire migratoire parce que d'abord les réfugiés étaient déjà en Europe. Imaginez un instant, ils étaient en Hongrie, en Macédoine, en Serbie, ils étaient sur la route. Imaginez un instant que l'Allemagne fasse la politique de la Hongrie, de M. Orban, en disant, allez, barbelés de fer à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. Quand vous voyez des barbelés de fer en Hongrie, vous dites, c'est moche. Quand vous voyez des barbelés de fer en Allemagne, vous pensez à Auschwitz. Ça, oui, effectivement. Alors, il y a un autre sujet qui est quand même lié aussi à l'affaire des migrants, c'est cette montée en Europe donc, du populisme. On vient de le voir encore en Italie ce week-end, où les partis sociaux, le Parti social-démocrate, c'est un peu, pas effondré, mais enfin, bon... Pas loin. Et en revanche, laisse la porte ouverte à la Ligue du Nord ou au mouvement 5 étoiles, qui sont quand même des mouvements nationalistes, en réaction quand même un peu avec cette politique migratoire, il faut le dire. Si ce n'est pas... Enfin, c'est peut-être pas la seule raison, mais quand même. Alors, on compte beaucoup sur ce fameux couple franco-allemand pour relancer l'Europe avec tous ses défis, souveraineté économique, commerciale, fiscale, de défense aussi. Est-ce que le couple franco-allemand, avec cette coalition un peu fragile,
peut relever les défis de l'Europe? Alors, d'abord, il y a un volontarisme du côté français comme allemand de travailler ensemble. En Allemagne, on a bien vu à quel point on était soulagé quand Macron a été élu et non pas un des concurrents parmi les autres, pour ne pas nommer Marine Le Pen évidemment. Et je pense qu'en France, on ne veut pas de l'instabilité politique en Allemagne non plus. Donc là, on a maintenant ce couple-là, Merkel-Macron, qui va travailler ensemble. C'est une première chose. Il y aura un traité franco-allemand ou une espèce de révision du traité d'amitié de 63 existant entre la France et l'Allemagne qui va servir de feuille de route pour les années à venir. Ce traité sera signé en 2018, peut-être cet été, peut-être quelques mois plus tard, mais il sera là. En tout cas avant les élections européennes. Et donc ça veut dire nous avons un échéancier. Ça c'est très important. Nous avons un troisième domaine où nous allons sans doute pouvoir travailler beaucoup ensemble, c'est le contrôle justement et la protection des frontières extérieures de l'Union européenne parce que c'est dans notre intérêt vital. Schengen et tout ce qui va avec. Et aussi justement pour soulager l'effort des Italiens et des Grecs pour qui la surveillance du sud méditerranéen relève de l'impossible. Regardez la topographie grecque, je veux dire, avec tous ces îlots, comment est-ce que voilà. Donc là, on peut travailler ensemble. Là où ce sera beaucoup plus difficile, ce sont deux domaines. L'Europe de la défense, parce que le SPD n'est pas un parti qui est très engageant sur les affaires militaires. Et donc a demandé de limiter le budget de la défense. Exactement. Donc en tout cas, ne pas l'augmenter. Voilà. Ne pas l'augmenter, alors que l'Allemagne s'était engagée quand même à porter jusqu'à 2% du PNB le budget de la défense. Et on est très loin, on est à 1,2, 1,3. Et donc l'Allemagne fait des choses, mais c'est très largement, malgré tout, insuffisant. Donc là, je pense que l'Allemagne continuera à avoir du mal à dégager une vraie politique, sachant aussi que la France regarde sans doute davantage, et pour cause, vers le sud, notamment le Sahel, et l'Allemagne regarde quand même aussi un tout petit peu vers l'Est, parce qu'il y a la Russie. Vers l'Est, oui. Donc il y a aussi de ce point de vue-là des divergences. Et puis je termine sur l'Europe, sur l'eurozone en particulier, c'est là que les divergences sont les plus profondes. Et le reste, et les propositions qui peuvent aller dans le bon sens de Emmanuel Macron touchent à des lignes rouges évidentes. Emmanuel Macron met la barre assez haut. Et l'Allemagne, la CSU n'a pas du tout envie d'entendre parler. La CSU, pas du tout. Pas du tout. La CDU, très majoritairement non plus. Il y a la pression des libéraux et la pression surtout de l'extrême droite. De l'AfD. Donc ça fait quand même des boucliers assez importants. Vous êtes optimiste sur la question européenne finalement ou Je suis réaliste sur les affaires européennes parce qu'il ne faut pas être optimiste, il ne faut pas être béat, il faut avancer. La France doit faire preuve de pédagogie vis-à-vis de l'Allemagne pour qu'elle sorte de ses réserves. Ça, c'est quand même important malgré tout qu'on consolide l'eurozone, mais ce n'est pas dans les 3 ans qui viennent qu'on va réaliser tout ça. C'est comme ça parce que les divergences franco-allemandes sont anciennes, remontent pratiquement jusque dans les années 70. Ce qui veut dire que dans les 3 ans prochains, on risque de voir encore le populisme croître. Le populisme s'est installé de toute façon, à mon avis, durablement. Et ce n'est pas parce qu'on va nommer un ministre européen des Finances ou même ayant un budget de l'eurozone qu'on va régler le problème du populisme. Finalement, c'est sur Schengen que vous êtes le plus optimiste, je ne sais pas, puisqu'il ne faut pas dire pessimiste, optimiste, mais... Je pense que là, surtout, les divergences sont les moins profondes. Les divergences, nous avons en France, en Allemagne, la volonté de travailler ensemble, mais nous avons 2 grands problèmes. Nous n'avons pas la même culture économique et nous n'avons pas la même culture stratégique ou géopolitique. Et les questions de culture sont importantes. Écoutez, ce n'est pas réjouissant. Et d'ailleurs, derrière l'Allemagne, il n'y a pas que l'Allemagne. Il y a aussi les Pays-Bas, il y a la Slovaquie, l'Autriche, etc. Absolument. Donc il y a les pays du Nord qui pèsent aussi dans le débat. Donc l'eurozone, s'il vous plaît, ce n'est pas France-Allemagne. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mais on compte beaucoup sur le coup franco-allemand. Absolument. Écoutez, merci pour cet éclairage allemand, italien et européen, finalement. Je vous en prie. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.